Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre deux auditions axées sur le budget des armées. Tout d'abord, Jean-Paul Baudin, le secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, est en charge du soutien des infrastructures et des systèmes d'information. Puis ensuite, ce sera Louis Gauthier, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le président Emmanuel Macron a promis une hausse du budget des armées de 1,7 milliard d'euros par an. Cette hausse a été confirmée hier par la ministre des Armées, Florence Parly, dans une interview. Cette hausse de 1,7 milliard d'euros par an durant son quinquennat, afin de porter l'effort de défense à 2% du PIB d'ici 2025. Alors le Sénat a dénoncé à plusieurs reprises un décalage entre les objectifs énoncés en Conseil de défense et la réalité des moyens. Et vous allez le voir pendant cette audition, Jean-Paul Baudin a expliqué que des discussions tendues, difficiles, ce sont ces mots, ont d'ores et déjà démarré avec les trois armées sur la répartition de ces moyens. Il a souligné que les besoins dépassent largement les ressources. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette audition. Monsieur le secrétaire général, vous avez commencé vos propos en parlant d'une augmentation très importante du budget, ce dont on donne acte pour le moment. Mais enfin, on aura l'occasion, je pense, au cours des différentes auditions que nous allons avoir maintenant, puisque le processus commence, je pense, de démontrer que cette augmentation est finalement extrêmement virtuelle. Et donc, ce sera au cours des débats l'occasion de le démontrer. Concernant Louvois, je ne veux pas être non plus enfin, je ne vais pas en détailler plus les choses. Ce qui aurait été intéressant, c'est aussi de savoir un petit peu quel était le coût cumulé de cette opération depuis 2011, parce qu'on n'en a pas vraiment eu pour l'instant le retour. Donc, ça serait intéressant de le connaître, et puis de vous demander de quelle manière, ou en tout cas vous demander si vous pouvez nous assurer que le logiciel source sol sera vraiment testé de manière approfondie avant d'être mis en œuvre, puisque vous expliquez que les retours, enfin que les difficultés qui sont celles des militaires aujourd'hui avec Louvois sont de moins en moins importantes, mais le retour que nous avons, nous, des militaires que nous pouvons rencontrer sur le terrain, est un peu différent. Donc je pense que c'est un peu intéressant que vous puissiez nous en dire un peu plus. Concernant les ressources immobilières, moi je suis, excusez-moi, mais il y a un certain nombre d'élus qui sont ici, des anciens élus locaux. Je dis anciens parce qu'il y a depuis quelques jours, pour l'instant, plus aucun d'entre nous n'est maire. Mais si un maire avait eu à gérer la partie immobilière de sa commune, de la manière dont l'État gère la partie immobilière de la Défense, je pense qu'on serait tous déjà en retraite, ou en tout cas très loin de nos mandats locaux, parce que franchement, vous parlez tout à l'heure en expliquant que la vente de l'île Saint-Germain ou du Val-de-Grâce à des conditions que vous avez expliquées, qui pour moi sont absolument hallucinantes, ne sont pas le seul fait, puisque la vente de l'artillerie, enfin de Saint-Thomas-d'Aquin, a été également vendue largement en dessous du marché à Sciences Po. Je suis pas sûr que la récidive soit une bonne explication, et je suis pas sûr que les élus que nous sommes soient en tout cas complètement d'accord avec le fait de brader les bijoux de famille de cette sorte, d'autant plus que c'est une opération one-shot, que vous l'avez expliqué très largement, nous avons besoin de loger les militaires de Sentinelle, et que les militaires qui ne sont pas Sentinelle sont également logés de manière très difficile sur Paris. On connaît les conditions immobilières et la difficulté de pouvoir se loger à des tarifs abordables. Et la grande question serait de savoir s'il n'aurait pas été plus logique de conserver ces bâtiments pour pouvoir améliorer la condition de logement de nos militaires, compte tenu du prix auquel il a été décidé de les céder. Ça, c'est une question, mais c'est aussi une affirmation. Et je pense que, en réponse à ce que disait le président, ça nous interpelle très largement dans la manière dont l'État gère son immobilier. Un dernier point, peut-être en rapport avec le P146, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était du respect des coûts et des délais dans les programmes d'infrastructure pour l'accompagnement des grands programmes d'armement. Est-ce que ces coûts et ces délais seront tenus ou respectés? Et puis que vous puissiez nous dire un mot, pour terminer, de la réorganisation du service des infrastructures de la Défense. Est-ce que cette nouvelle organisation porte ses fruits ou pas? Et puis j'ai entendu tout à l'heure que vous nous aviez expliqué que pour Toulon, il allait y avoir des efforts significatifs. On a eu, pour certains d'entre nous, l'occasion
dans le cadre des UED, de constater l'extrême vétusté des installations et la nécessité d'investir beaucoup sur cette base. Donc c'est un bon début. Mais dans le cadre des infrastructures et de l'augmentation des crédits de la politique immobilière, est-ce que, même s'il faut saluer effectivement cet effort qui est fait pour les militaires et pour l'armée en général, est-ce qu'on peut considérer que cet effort sera pérenne compte tenu des besoins capacitaires et du risque qu'on aura évidemment d'avoir des budgets qui vont se volatiliser dans les années qui viennent? Merci beaucoup. Merci Cédric. Marie-Françoise Pérol-Dumont. On vous demande à chacun de vraiment cibler vos questions parce que sans ça, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Contrôleur général, ma question n'est pas strictement budgétaire, mais elle y est naturellement pour partie corrélée. Le Président de la République avait demandé la rédaction d'une revue stratégique, sorte de déclinaison, pour dire un peu à minima, sans jugement, des antérieurs livres blancs de la défense. Ce document qui vient ou qui va être, je le crois, étudié en Conseil de défense avant d'être remis au Président de la République, a pour objectif de définir nos ambitions en matière de défense après un examen de l'environnement stratégique actuel, mais également des différentes menaces auxquelles nous sommes confrontés. Aussi, Monsieur le Contrôleur général, sans vous demander de lever des secrets, pouvez-vous nous dire si vous avez des informations sur le fait qu'il y ait ou non un consensus entre nos différents corps de défense sur la situation globale, sur les menaces, sur les moyens nécessaires pour y faire face, sur le niveau d'acceptabilité par nos militaires, du niveau d'engagement qui leur est demandé, sur des amours dont parlait mon collègue Roger tout à l'heure, niveau d'engagement qui se traduirait par ce désamour-là. Et enfin, Monsieur le Contrôleur général, les évolutions budgétaires annoncées pour atteindre 2% du PIB à échéance 2025, sous réserve qu'elles soient honorées naturellement, vous semblent-elles à la hauteur des enjeux de cette revue stratégique? C'est une réunion à soi tout seul, cette question. Hélène Conway-Mouret. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Contrôleur général. Dans votre présentation, vous avez fait référence à un rapport qui vient d'être publié par le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et qui met en évidence une dégradation du soutien de proximité, un facteur de démotivation qui pèse sur le moral des militaires et qui semble s'être accentué depuis la mise en place des bases de défense. Alors, les militaires interrogés ont exprimé d'ailleurs une certaine lassitude face au dysfonctionnement, à la complexité des processus de soutien. Alors, ma question est un double volet. Quelles mesures entendez-vous prendre pour répondre aux problèmes soulevés dans ce rapport? Et quel bilan tirez-vous, ça c'est peut-être la partie la plus importante aussi, quel bilan tirez-vous du fonctionnement de ces bases de défense qui ont été mises en place en 2011 avec pour objectif principal de faire des économies, de réaliser des économies qui seraient ensuite réinvesties au profit des capacités opérationnelles? Je vous remercie. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous avez porté à notre connaissance un certain nombre d'éléments effectivement en matière d'augmentation du budget de la défense pour l'année 2018, notamment une hausse de 1,8 milliard d'euros portant à plus de 34 milliards ce budget pour l'année 2018. J'aurais deux questions qui tendent peut-être à nuancer vos propos. Ma première question porte sur le fait qu'un certain nombre de budgets annuels ne sont pas apurés d'une année sur l'autre et qu'il reste systématiquement un certain nombre de reports de charges. On parle aujourd'hui d'un volume financier qui représenterait pratiquement 10% du budget de la défense. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ce seuil de charges à reporter malheureusement depuis un certain nombre d'années? Ma deuxième question porte, Monsieur le Contrôleur général, sur les opérations extérieures où effectivement la France joue un rôle remarquable et exceptionnel. Et le niveau d'engagement actuel est, comme nous le savons tous, supérieur de 30% au contrat opérationnel prévu dans la loi de programmation militaire. Il est vrai que cette utilisation intensive de nos forces fragilise à la fois le capital opérationnel et humain de nos forces armées. Ne pensez-vous pas que, compte tenu de la baisse des effectifs subie par le ministère depuis un certain nombre d'années, nous risquions de voir nos forces face à des difficultés de se régénérer entre un certain nombre de missions auxquelles elles sont astreintes? Voilà, merci. Merci.
Alors, Monsieur le Secrétaire Général, voilà un premier bloc de questions. Je pense qu'on peut faire assez vite sur la revue stratégique qui est présentée ce matin en Conseil des ministres, mais qui fait l'objet d'une audition ici même, le 17, en présence, bien sûr, d'Arnaud Danjean qui conduit cette revue, mais aussi en présence et du chef d'état-major des armées et de vous-même et du DGR qui ont accepté d'être présents à cette audition. Et d'ores et déjà, je vous en fais la communication. Nous aurons un débat en séance publique le 24 octobre sous une forme nouvelle, puisque en conférence des présidents, nous avons arrêté un dispositif qu'a proposé le président Larcher d'intervention brève et d'un système de questions-réponses avec les sénateurs qui risque d'être beaucoup plus vivant que les successions d'interventions que nous connaissions précédemment. Monsieur le Secrétaire Général, pour ces 4 premières questions. Oui, donc sur la revue stratégique, bon, je fais partie du comité de rédaction de la revue stratégique, donc je peux... je ne vais pas vous dévoiler de secret, mais je peux vous dire simplement qu'il y a eu beaucoup de discussions, c'est vrai, mais qu'il y a eu, in fine, je pense qu'Arnaud Danjean le dira, plutôt un consensus, d'une part, sur l'analyse de la situation internationale et sur les réponses à y apporter. Il y a eu des discussions, c'est tout à fait normal, et les armées, chaque armée a fait valoir ses préoccupations. Mais globalement, on est arrivé tout à fait à un consensus et nous avons beaucoup travaillé et je pense que le document qui est remis ce matin, qui est examiné ce matin au Conseil de défense et que vous verrez donc le 17, répond, vous verrez, aux préoccupations que vous avez soulevées. Alors après, bien sûr, il faudra qu'il y ait une traduction financière de tout cela. C'est l'objet de la loi de programmation militaire. Nous connaissons la trajectoire jusqu'en 2022. Nous connaissons l'évolution des crédits de la défense jusqu'en 2022. Il va de soi que ces crédits ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif de 2% du produit intérieur brut, mais cet objectif il est fixé en 2025. Donc il y aura aussi un saut important à faire pour la période 2023-2025. Et en réponse aussi à plusieurs remarques que les uns et les autres ont fait sur la politique immobilière, et par rapport notamment à ce que M. Perrin a dit, l'augmentation des crédits de politique immobilière en 2018 est une réalité, notamment en crédit de paiement, ce qui personnellement me réjouit parce que je vais terminer l'année 2017 avec un report de charge qui est relativement important. Donc, je ne connais pas encore précisément le montant, mais il sera vraisemblablement autour de 145 à 150 millions d'euros sur les dépenses d'infrastructure. Donc, obtenir des crédits supplémentaires en 2018 permettra de régler cette situation. Mais il ne faudrait pas que l'année 2018 soit une année sympathique et que les années suivantes ne le soient pas. Donc, un des enjeux de la loi de programmation militaire sera bien sûr l'évolution de la ligne de crédit sur les dépenses d'infrastructure sur l'ensemble de la période. Parce que, notamment, je vous ai dit que je vais pouvoir bénéficier de 2,1 milliards d'euros d'autorisation d'engagement en 2018. Ça ne sert à rien de me donner 2,1 milliards d'autorisation d'engagement en 2018 si je n'ai pas, en 19, 20, 21, les crédits de paiement suffisants. Puisque les opérations d'infrastructure, ce seront des clés de paiement de 3 à 4 ans, et notamment avec des paiements importants la deuxième, troisième année. Vous avez vu l'opération Barracuda, c'est une opération qui va s'étaler sur une dizaine d'années. Donc il faut bien, une fois qu'on est engagé dans des opérations de ce type, qu'on les tienne. Et par rapport à la question qui a été posée sur le calage entre l'arrivée des matériels et les programmes d'infrastructure, il y a un risque de décalage. C'est évident si on n'est pas capable de conduire cet effort sur la durée. Il y aura notamment dans la prochaine loi de programmation militaire des matériels importants, en quantité importante qui vont arriver, dans le domaine aéronautique, les MRTT par exemple, les C-130J, en matière maritime des frégates et les Barracuda. Bon, donc il y a la construction, vous l'avez vu, à Toulon d'un quai frégate aussi, qui doit arriver lui aussi à temps pour pouvoir accueillir les frégates. Et puis il y a tout l'équipement Scorpion qui doit arriver dans l'armée de terre, et il faut équiper les régiments de l'armée de terre qui vont être dotés de VMSI, enfin de l'ensemble des équipements liés à Scorpion. Il y a un programme qui doit se dérouler et qu'il faut absolument dérouler dans les temps, sinon nous aurons des décalages et nous constaterons la situation qui est malheureusement présente à l'heure actuelle, où un certain nombre de régiments n'ont pas les installations techniques à niveau et encore moins des installations d'hébergement à niveau. Donc il y a des efforts très importants à faire, à la fois pour accueillir les programmes et pour
permettre d'améliorer la condition du personnel. Je pense qu'un des volets importants de la loi de programmation qui va venir, ce sera cet élément de condition du personnel, compte tenu des questions que vous avez évoquées sur la fidélisation, sur le recrutement, sur les rémunérations, et d'une manière générale, compte tenu aussi de l'évolution de notre société. Vous avez évoqué le rapport du HCECM. Il s'avère que j'ai accompagné Bernard Pêcheur lorsque nous avons fait ensemble un déplacement au Mali au printemps. Nous avons eu des demandes de la part des personnels liées à la condition du personnel importante qui se trouve dans le rapport et qu'il faut bien que nous prenions en compte dans la prochaine loi de programmation militaire. Donc ce sont des éléments qu'il faudra retrouver. Alors la réorganisation du service d'infrastructure, c'est une réorganisation qui vise à renforcer la compétence des établissements du service d'infrastructure qui sont à Brest, Toulon, Lyon, Bordeaux, enfin les ESID, avec une volonté de spécialiser des établissements sur un type de travaux et d'apporter leur savoir-faire aux autres quand ils ont des opérations du même type à tenir. Par exemple, l'ESID Île-de-France est spécialisé sur les travaux en matière hospitalière, puisqu'on vient de refaire les hôpitaux de Percy et de Bégin. On est en train de reconstruire l'infirmerie hôpital de N'Djamena. On a envoyé une équipe de Saint-Germain-en-Laye, de l'ESID d'Île-de-France, à N'Djamena pour concevoir l'équipement qu'on doit réaliser à N'Djamena. Donc les choses se mettent en place concrètement. Nous devons faire évoluer ces établissements pour répondre aux besoins des armées de créer une zone de défense à Marseille. Il va y avoir un état-major de zone qui va être créé à Marseille. Donc il faut qu'on monte en puissance aussi sur Marseille pour pouvoir couvrir l'ensemble de la zone. Ce renforcement de compétences, si vous voulez, il a été très important dans un domaine extrêmement sensible pour les armées, qui est le domaine du nucléaire. Le service d'infrastructure avait une compétence limitée en matière de nucléaire. C'est pour ça que, par exemple, à Toulon, nous concédions jusqu'à la maîtrise d'ouvrage à des CNS. Donc nous sommes en train de reprendre ces éléments au prix d'actions de formation de nos personnels que nous avons conduites en liaison avec le CEA. Donc il y a toute une acquisition de compétences nouvelles qui a été faite. Le ministère de la Défense est le seul ministère à avoir conservé un service constructeur. Il faut absolument que ce service soit à la hauteur en termes techniques et d'évolution technique. Et si vous allez par exemple à Istres, vous verrez les travaux que nous sommes en train de faire pour l'accueil du MRTT, ce sont des travaux absolument gigantesques. Donc tout ça, ça nécessite des compétences et un renforcement en ingénieurs. Donc c'est un service qui va connaître une évolution dans les années qui viennent, dans le cadre de la loi de programmation, où nous devons renforcer les effectifs de cadres et d'ingénieurs. Et par contre, nous allons petit à petit diminuer les activités qui sont faites en régie pour les externaliser, parce qu'elles peuvent être prises, notamment pour l'entretien courant des immeubles, peuvent être prises par des entreprises. Et nous venons de consacrer sur les choses qui ont la plus forte valeur ajoutée pour les armées. Je regarde... Le report de charge, bon, je ne sais pas quel sera le montant du report de charge en fin d'année. Tout va dépendre de la fin de gestion et des conditions de la fin de gestion 2017 qui font l'objet de discussions actuellement avec Bercy. Il sera vraisemblablement autour de 3 milliards d'euros. Donc c'est un élément important et il ne faut surtout pas que ce report de charge s'aggrave. Mais normalement, vous avez dû voir dans le cadre ou vous verrez dans le cadre du projet de loi relatif aux finances publiques, à la programmation des finances publiques, un certain nombre de dispositions sur ces éléments, à la fois de reste à payer et de report de charge, qui nous inquiètent beaucoup. Parce que l'organisation, la construction de la LPM, elle repose malgré tout sur l'existence d'un report de charge à peu près constant. Donc s'il faut, dans le cadre de l'augmentation des crédits, faire baisser sensiblement ce report de charge, ce seront des crédits d'investissement en moins. Donc je me permets d'appeler votre attention sur une partie du projet de loi portant programmation des finances publiques qui peut tout à fait, dans le cadre de la politique générale du gouvernement, se comprendre, mais qui, une fois appliquée au ministère de la Défense, peut avoir des conséquences importantes. Alors, sur les bases de défense... La construction des bases de défense, elle répondait à des objectifs extrêmement importants de réduction des effectifs qui nous ont été imposés entre 2008 et 2012 et qui sont prolongés jusqu'en 2015. On ne pouvait pas faire autrement et on ne peut pas faire autrement. Si on veut revenir en arrière sur les bases de défense, il faut donner des effectifs importants au ministère et nous ne les avons pas. Et les effectifs que nous avons en plus, nous devons les consacrer à l'activité opérationnelle et pas au soutien. Le soutien devait par ailleurs faire des économies, se réorganiser, se rationaliser, ce que nous faisons, d'autres structures publiques ou privées le font. Il y a un besoin de réorganiser le soutien.
Bon, ce qu'il faut, c'est que au moins ce soutien soit le plus proche possible des personnes qui sont soutenues, qu'on réponde directement à leurs besoins. Donc nous sommes en train de réfléchir actuellement avec le chef d'état-major des armées sur une évolution de l'organisation pour faire en sorte que la relation entre le commandant de base de défense, le commandement des unités soutenues, soit un peu plus forte, soit consolidée. Et pour donner aussi aux états-majors de zone, au plan régional, un droit de regard sur la façon dont les choses sont organisées entre les bases de défense et réparties entre les bases de défense pour signaler, faire remonter des difficultés, des anomalies qu'il pourrait y avoir dans la répartition des moyens. Donc, si vous voulez, il y a une volonté d'améliorer le dispositif. Alors, j'entends bien les critiques qui sont faites. D'un autre côté, ont été mises en place un certain nombre d'indicateurs sur la qualité du service rendu par les bases de défense. Ces indicateurs ne sont pas tous au vert, mais ils s'améliorent. Et il y a un taux de satisfaction autour de 80% aujourd'hui positif, si vous voulez, par rapport aux prestations des bases de défense. Donc l'objectif, c'est bien de continuer à augmenter ce niveau de prestation. Pour cela, il faut faire très attention à l'évolution des effectifs des services de soutien, notamment du service du commissariat des armées, qui a des contraintes fortes encore de réduction d'effectifs sur 2017, 2018, 2019. Et nous sommes en train d'aménager cette réduction des effectifs pour éviter de créer des difficultés supplémentaires. Alors, il me reste 4 intervenants dans un délai de 7 minutes avec réponse comprise. Yannick Vaugrenard. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci le Secrétaire général pour la précision de vos réponses. Tout d'abord, sur l'immobilier, je vais y revenir quelques instants, mais rapidement. Je ne comprends pas la manière dont les choses se déroulent. C'est-à-dire, c'est le ministère des Armées qui discute directement avec la mairie de Paris. Moi, il me semble que logiquement, si c'est le ministère des Armées ou Bercy, je ne sais pas, qui discute directement avec la mairie de Paris, la logique voudrait que ce soit les avantages logiques du ministère de la Défense qui soient pris en considération. Or, ce n'est pas le cas. Ensuite, s'il y a nécessité pour la ville de Paris, on peut le comprendre, compte tenu du coût de l'immobilier, du coût des terrains, d'avoir une aide de l'État importante pour permettre la création de logements sociaux. On peut le comprendre. Mais à ce moment-là, ce n'est pas au budget des armées à faire l'effort, ça entre dans le cadre du budget de la nation et une discussion de politique générale au moment de la loi de finances. Il y a là quelque chose, et quand le rapport est de 4 à 1, on peut comprendre quand même qu'ensuite le ministère des Armées soit en difficulté, et du coup il y a quelque chose qui, selon moi, sur le plan de notre fonctionnement démocratique, n'a pas sa logique. Je voulais vous poser une question, mais vous avez largement répondu par rapport au problème de dysfonctionnement des paies. C'est un souci qui avait été évoqué en particulier par Jean-Yves Le Drian, voici 48 heures, dans une longue interview à Ouest France. Vous nous avez répondu que 97% des choses sont réglées au mois d'août en précisant que c'était inclus de janvier à août. Donc je vous en remercie. Je voulais revenir sur ce que vous évoquiez par rapport à l'agence de reconversion. Le taux de reclassement de personnel se maintient, semble-t-il, à 60,3% en 2016. Or, l'objectif, semble-t-il, est de 65%. C'est l'objectif qui a été fixé. Donc, quelles mesures ont été prises pour parer à cette dégradation qui semble réelle ? Comment cela fonctionne pour permettre un meilleur reclassement. Enfin, dernière question, et ce sera terminé. Ça ne s'adresse pas forcément au secrétaire général, mais plutôt au président de notre commission, à notre commission générale. Pardonnez-moi, je débute, c'est une question de béotien, probablement. Vous avez la responsabilité 212 soutien à la politique de la défense, et je vois également que vous avez également la responsabilité du programme 167, lien entre la nation et son armée, et 169, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. Or, ces deux chapitres sont au Sénat de la responsabilité de la Commission des affaires sociales. Je ne comprends pas pourquoi c'est la responsabilité de la Commission des affaires sociales. Il me semble logique, concernant justement ces deux aspects sociaux et la liaison entre la nation et son armée, que ce soit de notre responsabilité, comme c'est le cas du reste à l'Assemblée nationale. Et je ne comprends pas pourquoi ce sont les affaires sociales qui ont cette responsabilité-là. Voilà, donc alors il y a peut-être une histoire derrière tout cela, un passé que je ne connais pas, mais la logique, selon moi, voudrait que ce soit de la responsabilité de notre commission. Merci. Alors, nous poursuivons avec Joël Garriaud-Mellam, vraiment pour
une ou deux minutes. Je suis obligé de Oui, merci contraindre Monsieur le Président. Monsieur le Contrôleur général, je souhaiterais obtenir quelques précisions sur le sujet de la réserve que vous avez abordé extrêmement brièvement. Vous nous avez dit que vous prévoyez un budget de 159 millions d'euros pour 40 000 réservistes. Or, il avait été prévu, envisagé d'avoir 72 000 réservistes pour la garde nationale en 2017. Donc, je sais bien qu'il y a une certaine désaffection. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment ce budget se ventilerait entre les différentes armées? Et par exemple, en ce qui concerne la réserve citoyenne, qui est bien évidemment constituée de bénévoles, mais j'aimerais savoir s'il y a quand même une petite part du budget qui leur est affectée, parce qu'il faut évidemment quelques fonds en matière d'information, d'encadrement, parce que j'ai remarqué notamment à l'étranger que les attachés de défense qui reçoivent des demandes, y compris d'anciens réservistes opérationnels, ne savent pas vraiment leur répondre et leur disent qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a rien à faire. Donc voilà, je voulais vous soumettre cette question. Merci beaucoup, Monsieur le Contrôleur. Merci Joël. Pascal Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Contrôleur général, deux petites questions qui concernent les ressources humaines. La première, vous avez évoqué les craintes des personnels sur la réforme des retraites. Une question concernant les personnels sous-mariniers. Et qu'en est-il de la bonification des heures de plongée dont ils bénéficient aujourd'hui et dont ils craindraient la disparition? Première question. Deuxième question, ça concerne le rythme des livraisons du fusil d'assaut HK416, puisqu'il semblerait que les moyens humains mis en place pour réceptionner et valider qualitativement les livraisons manquent, et on observe aujourd'hui un goulot d'étranglement lié à un manque de personnel qui ralentit donc l'exécution du programme et l'équipement concret des personnels. Voilà, très rapidement posé deux questions concrètes. Pas tout à fait sur ce programme, mais enfin on pourra aussi évidemment y répondre. Oui, j'entends bien. Allez, dernière question, Philippe Paul. Oui, il sera très court, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, au niveau des REX, l'ancien ministre de la Défense évoquait régulièrement les cessions immobilières, mais parlait également de la vente d'un réseau hertzien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et pour une somme apparemment très importante, et on n'entend plus parler de cela. Ouais. Voilà, je me suis trompé, je ne suis pas un technicien, donc je voulais savoir s'il y avait quelques évolutions en la matière, puisque les sommes étaient assez conséquentes. Voilà. Merci. Ouais, c'est une longue affaire du reste. Monsieur le Secrétaire général, allez, voilà, quelques minutes pour répondre à ces interventions. Je peux tout de suite dire à Monsieur Paul que le dossier de cession des fréquences est un dossier derrière nous. C'est un sujet qui nous a beaucoup occupé à la fin de la loi de programmation 2008-2012 et puis dans l'actuelle loi de programmation, au début de cette loi de programmation, où nous avons cédé effectivement en 2010-11, si ma mémoire est bonne, un certain nombre de fréquences. Et puis il y avait des redevances liées à l'utilisation de ces fréquences et qui ont été versées au début de l'actuelle loi de programmation. Ce sujet est derrière nous et c'est plutôt bien passé pour le ministère, à la fois en termes de cession et en termes de perception des fréquences. Enfin, on pourra vous donner les chiffres précis. Parce que je ne les ai pas là en tête, mais on pourra vous donner les chiffres précis. Sur les on attendait beaucoup de recettes du reste de ça. On attendait, oui, beaucoup de recettes de ces affaires. Concernant les discussions en matière d'immobilier, l'immobilier parisien, si vous voulez, c'est pas seulement une discussion entre la ville et le ministère de la Défense. Compte tenu des enjeux, ce sont des discussions qui se passent à un niveau un peu plus élevé. Je vous rappelle que M. Valls avait fait une visite en présence de la maire de Paris, du préfet de région et du ministre de la Défense de l'îlot Saint-Germain et avait annoncé à ce moment-là une décision. Et nous avons fait confirmer cette décision par l'actuel Premier ministre avant de procéder à la cession directement. Donc c'est des décisions. Alors il y a un travail technique qui est organisé sous l'autorité du préfet de région, qui a eu un mandat du Premier ministre pour cela, qui met en relation les services de la ville, la défense et surtout Bercy avec la direction de l'immobilier de l'État. Et puis ensuite, ces dossiers remontent au plan politique, parce qu'on est sur des décisions qui sont éminemment politiques. Et c'est au gouvernement de décider comment il arbitre entre deux politiques et deux orientations politiques et pas au service. Sur l'agence de reconversion,
Ce que je sais, c'est que nous avons procédé à 12 800 reclassements en 2016. Donc je vous donnerai le chiffre précis pour l'année 2017 pour mesurer s'il y a il y a une diminution effectivement depuis un an environ de 5% des reclassements. Alors il y a une raison qui n'est pas, c'est pas lié à un manque de dynamisme de l'agence. C'est lié au fait que les armées essaient de garder leur personnel le plus longtemps possible et proposent des renouvellements de contrats. Donc, si vous voulez, le volume de personnes accompagnées a diminué parce que les armées essaient de les fidéliser. Bon, après, on peut peut-être regarder le niveau d'activité de l'agence et comment augmenter le travail de l'agence. Hein. Mais globalement, c'est plutôt dû à cela que l'inverse. En termes de reclassement, 35% des reclassements que nous les réalisons en CDI. Le pourcentage au niveau de Pôle emploi est de 14%. Donc le fait qu'on arrive à 35% de CDI tend à montrer qu'on a quand même quelques éléments de satisfaction. Et si on prend les reconversions dans la fonction publique, on arrive si vous rajoutez CDI plus fonction publique, on arrive à un taux de reconversion pour des durées stables à hauteur de 46%. Donc c'est un pourcentage qui est malgré tout satisfaisant. Sur la réserve, alors sur la réserve, quand vous évoquez, Madame la sénatrice, les 72 000 réservistes, vous incluez également les réservistes de la police et de la gendarmerie. La part défense militaire, c'est 40 000. Et les dépenses si vous voulez, en 2017, nous allons dépenser 163 millions d'euros pour la réserve. D'ailleurs, il y a une partie des crédits de financement de la réserve que nous n'avons pas obtenus. Il y a environ 40 millions d'euros que nous n'avons pas obtenus, qui font l'objet de discussions en fin de gestion. Puisqu'on nous avait promis, lors d'une réunion interministérielle au mois de janvier, que ce qui nous manquait, nous l'obtiendrons dans un collectif à l'été. Il n'y a pas eu de collectif, donc il y a des dépenses de titre 2 et de fonctionnement de la réserve sur lesquelles nous sommes en train de discuter avec Bercy. Alors, comment ? Et qui inquiète, oui. Et alors, bon, pour l'instant, on arrive à tenir l'activité de la réserve au niveau où elle est prévue, mais il y aura bien sûr un problème de financement en fin d'année. Alors, pour le PLF 2018, nous prévoyons une dépense de 193 millions d'euros, 159 millions d'euros de dépenses de titre 2 et 34 millions d'euros hors titre 2. Et alors cette fois-ci, par contre, ces dépenses sont bien dans le budget 2018. Nous n'aurons pas... par contre, je crois que cette fois-ci, c'est le ministère de l'Intérieur qui a plus de difficultés à trouver les financements pour sa part. Mais bon, voilà où nous en sommes. Alors, la réserve citoyenne, je ne peux pas vous répondre. Je vais regarder ce qu'il en est et je vous ferai une réponse par écrit. Là, je vous ai donné les crédits sur la réserve d'une manière générale. Je ne peux pas vous donner la ventilation. Les sous-mariniers n'ont pas à s'inquiéter. Pour l'instant, on n'a pas prévu de supprimer les indemnités pour sous-marins. On s'est même particulièrement intéressé aux sous-mariniers, aux atomiciens de la marine, puisqu'on a bâti en 2017 une prime particulière pour les atomiciens, qui est une population extrêmement recherchée et qui est mieux payée par les industriels du secteur qu'au sein de la défense. Donc on a créé une prime spécifique pour eux. Donc nous veillons tout particulièrement à la situation des sous-mariniers et des atomiciens. Et la marine arrive à tenir ses effectifs de sous-mariniers, puisqu'elle a même prêté, entre guillemets, des effectifs à nos voisins britanniques pour les aider à armer leurs sous-marins. Mais bon, nous veillerons à ce qu'ils ne perdent pas, dans le cadre de la réforme des retraites, cet avantage. De toute façon, s'ils le perdent, c'est l'activité de la sous-marinade qui va poser de très très sérieuses difficultés. Je ne vois pas très bien comment pouvoir la remplir. Bon, pour le fusil d'assaut, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, comme on me fait savoir que Monsieur Louis Gauthier est encore à l'Élysée ou s'apprête à quitter et est en chemin, donc on a quelques petites minutes. Alors, je ne vais pas vous relancer, allez, sur le service national universel, mais allez-y, alors dites-nous. Et puis moi, j'aimerais aussi profiter de votre présence, qui est évidemment tout à fait passionnante pour notre commission, pour vous demander, de votre point de vue et à partir des responsabilités importantes qui sont les vôtres,
Quels sont les grands enjeux de la LPM? Puisque finalement, ça va être le grand sujet, le grand texte dont nous allons avoir à débattre pendant ce mandat qui commence. Comment voyez-vous les enjeux? Quelles sont les grandes questions qu'il va nous falloir résoudre dans le cadre de cette LPM à partir de la révision stratégique, puisqu'après, il va falloir mettre les moyens en face des menaces? Voilà, comme ça, vous terminerez en beauté cette intervention. Je vais commencer sur le service national universel et puis je vous donnerai ce que je crois voir à ce stade de la LPM. Sur le service national universel, plusieurs choses me semblent évidentes. Ça ne peut pas être une mission prise par la défense, par les armées, seules. Nous sommes totalement incapables d'accueillir 800 000 jeunes Français pendant un mois. Nous n'avons pas les locaux, nous n'avons pas l'encadrement, nous n'avons pas les moyens. Bon. Ça ne veut pas dire que nous devons nous désintéresser de cette mission. Ça va de soi, elle nous concerne directement. D'abord parce que le lien armée-nation est une de nos préoccupations, que nous avons la journée défense citoyenneté en termes de responsabilité, que nous avons aussi le recensement en liaison avec les collectivités locales. Et que nous faisons d'ailleurs évoluer ce recensement. On va dans quelques jours avoir un dispositif qui va s'appeler MagiDC sur mon portable et qui permettra aux jeunes de se recenser, etc., avec des formules plus modernes que celles qui existaient antérieurement. Alors, ce qui est en cours, c'est qu'une commission, il y a deux choses qui sont prévues. D'une part, une mission d'inspection ministérielle et interministérielle sur l'existant, c'est-à-dire la journée défense citoyenneté, le service civique, le service militaire adapté, le service militaire volontaire, enfin l'ensemble des dispositifs existants pour en faire un état des lieux très précis. Et par ailleurs, devrait être annoncée très prochainement la mise en place d'une commission interministérielle qui va réfléchir sur ce sujet en termes d'objectifs. Qu'est-ce que nous voulons quand nous voulons créer ce service national universel? Quel objectif nous fixons-nous? Et puis ensuite, comment on essaie de répondre à cet objectif? Madame la ministre des Armées, Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale ont écrit au Premier ministre conjointement sur ce sujet pour faire en sorte que les services des deux ministères soient associés à cette réflexion, et la direction du service national et de la jeunesse, du ministère des Armées, et puis une direction en charge des politiques de jeunesse au sein du ministère de l'Éducation vont assurer le secrétariat permanent de cette commission. Donc les travaux vont s'engager. L'Assemblée nationale a mis en place une mission parlementaire sur ce sujet. Donc les travaux vont s'engager. On verra comment tout ça évolue. Mais ce qui est certain, c'est que ça doit être un exercice qui ne peut être traité qu'au niveau interministériel. Et je dirais non seulement au niveau interministériel, mais en relation très étroite aussi avec les collectivités locales. Sinon, nous allons avoir les pires difficultés pour y arriver. On entend un peu de tout sur ce sujet, toutes les propositions. Certains trouvent qu'un mois c'est trop court, d'autres que c'est trop long, certains parlent de 5 mois, etc. Bon, il faut que tout ça sorte et qu'il y ait un tri qui soit fait, puis on verra comment ça s'engagera. Nous, on a proposé qu'il y ait une expérimentation en 2019 pour bien caler les choses dans une région, dans une zone géographique donnée, qu'on commence à expérimenter, puis qu'on voit si ça répond, et comment les jeunes réagissent aussi par rapport à cette obligation qui leur serait donnée. Alors, sur la loi de programmation militaire, bon, je pense que nous aurons, comme dans toute loi de programmation militaire, l'éternel sujet de la taille des besoins par rapport aux ressources. Donc il va bien falloir faire un certain nombre de tris. Aujourd'hui, c'est normal, beaucoup de besoins apparaissent. On voit bien que ces besoins auront les pires difficultés à entrer dans la trajectoire financière. La grande différence par rapport aux exercices précédents, c'est que nous connaissons la trajectoire en crédit et en effectif. Donc, on ne va pas commencer à passer des heures à s'interroger sur ces éléments-là. Donc, il faut absolument faire entrer, j'allais dire, les dredons dans la valise. Donc, il va falloir travailler en interne. Le travail a commencé. Les discussions sont bien sûr tendues, difficiles, ce qui est normal à ce stade, parce qu'il y a des demandes d'équipement importantes. Parce que les armées ont besoin, compte tenu de ce que vous avez vous-même dit, d'un niveau d'engagement 30% supérieur au contrat opérationnel. Donc les armées, du coup, les matériels vieillissent.
Il y a un besoin de renouvellement d'un certain nombre de matériels. Il y a des matériels qui ont été commandés, qui vont arriver, qu'il faudra bien payer. Bon, il y a des besoins aussi en infrastructure. Je crois que vous avez fait suffisamment de travaux sur ce sujet et je les ai évoqués pour avoir à les prendre en compte. Et puis, je pense qu'il y aura un volet. Donc, il y a un volet donc, de répartition, de calage entre les besoins, en sachant que, compte tenu des programmes commandés, il y a des trajectoires qui vont s'imposer à nous. Il y a des trajectoires qui vont s'imposer sur les matériels classiques, mais aussi sur le nucléaire, qui devront être pris en compte tenu des investissements qu'il faut faire dans ce domaine dans les 10 ans qui viennent. Et puis, je vous ai parlé de l'infrastructure. Il y a un volet, à mon avis, important qui doit être pris en compte relatif à la condition du personnel, compte tenu de ce que vous avez les uns et les autres évoqué depuis le début de cet entretien et qui doit être un élément extrêmement important. Donc l'exercice, au stade où nous en sommes en interne, il est encore difficile parce que, bien sûr, les besoins dépassent largement les ressources. Donc il va falloir faire des tris, des choix qui devront tenir compte de la revue stratégique. Vous verrez dans la revue stratégique, on a mis l'accent, compte tenu de l'évolution des menaces, sur un certain nombre de points qui peuvent nous conduire à revoir des orientations qui avaient été prises antérieurement. Donc on en reparlera le 17, et qui peuvent avoir des conséquences en termes d'effectifs, en termes d'équipement, dans tel ou tel domaine. Mais malgré tout, les besoins exprimés par les armées s'inscrivent dans la continuité de la précédente loi de programmation. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même des programmes qu'il faut poursuivre. Il n'y a pas d'éléments très révolutionnaire. Oui, si ce n'est que, compte tenu de l'évolution des techniques, il faudra aussi prévoir des crédits d'études de recherche permettant de favoriser l'innovation sur les matériels militaires dans les années qui viennent. Donc c'est un exercice qui s'annonce assez difficile. C'est surtout le fait que les menaces ont considérablement changé par rapport à la première LPM, dont nous sommes un certain nombre à nous souvenir. Vous le verrez dans la revue stratégique, il y a toute une part de textes, enfin de commentaires, de démonstrations sur ce point, et qui montrent bien cette évolution très importante des menaces, et des menaces tous azimuts. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je suis très heureux d'intervenir devant vous, de féliciter ceux qui sont nouvellement élus, à commencer par vous qui venez de prendre la direction de cette commission et qui vont participer aux travaux de cette commission et aux relations très établies entre cette commission et le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, ce qui me permettra de saluer ceux qui ont quitté cette commission et qui, dans le passé, ont été utiles, je dirais, à des échanges très réguliers. Vous avez évoqué le rapport de M. Bockel sur la cyberdéfense, mais je pourrais évoquer tout le travail qui avait été fait sur les drones et qui avait conduit notamment les sénateurs Gauthier et Reiner à déposer une proposition de loi aujourd'hui adoptée quant à la sécurité de l'usage des drones dans notre espace. Je suis accompagné du colonel Germain, vous l'avez dit, parce que Guillaume Pouparet est à Monaco en raison des assises de la cybersécurité et d'accords que nous avons avec ce pays, notamment pour développer leurs propres capacités de défense cyber. Le SGDSN, vous l'avez dit, a une mission particulière qui est celle de coordonner l'action de l'État dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale, donc de mobiliser l'ensemble des ministères qui, soit très directement comme la défense ou l'intérieur, soit plus indirectement comme l'économie et les finances, mais quand même de manière majeure, participent à la consolidation de notre système de défense et de sécurité. On est dans une salle Clémenceau, je dirais que Clémenceau a été sans doute un des premiers qui, en raison de l'effort de guerre 14-18, avait vu la nécessité de coordonner bien tous les leviers de l'action publique pour cette mission générale de défense et de sécurité. Je rappelle d'ailleurs, on a fait l'année dernière une célébration autour du 110e anniversaire du SGDSN qui montrait que l'embryon du SGDSN est à rechercher dans cette période justement. Le SGDSN décline à travers ces trois grandes composantes que sont l'ANSSI, la direction des affaires internationales scientifiques et technologiques, la direction protection et sécurité de l'État. En réalité, trois missions principales au service de notre pays. Une action de veille, d'alerte, d'anticipation dans le champ de la défense et de la sécurité nationale. Une action de
planification des crises et de gestion des crises. Et il est par ailleurs opérateur de sécurité, très directement dans le champ cyber avec l'ANSSI, mais aussi, vous l'avez évoqué, à travers le CTG qui nous a été rattaché en 2015, qui est une unité en charge de la sécurité des transmissions présidentielles et gouvernementales, et aussi à travers le GIC, rattaché l'année dernière au SGDSN, qui est en charge des interceptions de sécurité diligentées à la demande des services de renseignement sur autorisation du Premier ministre après consultation de la CNCTR. Donc, vous voyez, le SGDSN, à travers, je dirais, ses différentes composantes, mène cette triple action de coordination, dont je dirais la plus éminente est évidemment de pouvoir préparer et assurer le secrétariat des conseils de défense qui se réunissent désormais sous la présidence du chef de l'État toutes les semaines, et je sors du 37e conseil de défense de cette année, ce qui, pour le SGDSN, a évidemment amené à intensifier à la fois son action, sa réactivité, je dirais à la suite de la crise que notre pays a connue à partir de 2005 dans la lutte contre le terrorisme. Première grande crise de sécurité nationale vécue par notre pays, sans doute depuis une cinquantaine d'années au moins, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, puisque ça a conduit d'ailleurs, vous le savez, à diligenter l'état d'urgence après notamment les attentats du Bataclan de 2016. Donc un SGDSN qui se trouve très engagé pour assurer dans les meilleures conditions possibles les réactions de l'État, le durcissement de nos dispositifs de sécurité, notamment dans le domaine cyber, la robustesse de nos réponses, dans un champ où le continuum de sécurité entre l'extérieur et l'intérieur fait que, on le voit bien dans la lutte contre le terrorisme, les défis se trouvent aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur, notamment dans les opérations militaires conduites par la France au Levant ou dans la bande saharo-sahélienne et notamment au Mali. Le budget de cette année montre en réalité, traduit en réalité cette expansion du SGDSN à travers ses rattachements récents, je pense notamment au rattachement du GIC, ou à travers une montée en puissance notamment de l'ANSSI qui commence à partir de 2009 et qui aujourd'hui est parvenue, après un premier cycle d'efforts programmés, à un niveau d'effectif de l'ordre de 550, ce que vous évoquiez à l'instant. Donc ce budget 2018 va traduire des efforts principalement tournés vers la fonction d'opérateur du SGDSN, l'augmentation des crédits et des effectifs prolongés pour l'ANSSI, qui se voit doté de 25 équivalents temps plein supplémentaires cette année, et évidemment les budgets qui vont avec, et puis le GIC, qui, dans une perspective de rejoindre en 2020 son effectif plein, bénéficie cette année d'une augmentation de 15 ETP. Donc ça, je dirais que ce sont les événements budgétaires majeurs que l'on retrouve à travers l'augmentation des moyens de l'ANSSI, plus 25 cette année, avec une perspective d'aboutir en 2022 à un effectif de l'ANSSI autour de 675 ETP. Et puis pour le GIC, je viens de l'indiquer, une croissance prévue de plus 43 personnes à l'horizon de 2020, dont 15 qui sont aujourd'hui décidées dans le cadre du PLF 2018. Voilà ce qui explique, je dirais, l'augmentation des effectifs et l'augmentation du budget du SGDSN dans un domaine, les services du Premier ministre, qui est plutôt marqué par une consolidation des efforts dans le cadre de la gestion de nos finances publiques. Évidemment, à côté de ces dépenses de personnel, vous avez des dépenses d'investissement qui correspondent, là encore, à la nécessité, par exemple pour l'ANSSI, de compléter le data center que nous sommes en train de réaliser à Rosny, ou pour le GIC de développer des systèmes d'interception davantage performants. Pour le reste, je dirais que le SGDSN est aussi un budget de transfert.
il l'est vers les deux établissements publics dont nous assurons la tutelle, l'IHEDN et l'INSJ, l'INSJ ayant un budget d'environ 7 millions d'euros et l'IHEDN d'une dizaine de millions d'euros. Il l'est aussi parce qu'à travers le budget du SGDSN sont assurés le financement d'un certain nombre de programmes interministériels mutualisés du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Donc vous avez sur ce budget global de 286 millions d'euros pour 2018, un peu moins de 90 millions d'euros qui sont consacrés aux dépenses de personnel des diverses agences, groupements, centres et établissements que je viens de citer, et les directions bien sûr, mais aussi des dépenses qui sont transférées, notamment au profit de programmes interministériels, 83 millions d'euros, en faveur des programmes de l'ANSSI en termes d'investissement. Et puis j'ai évoqué les deux transferts qui sont opérés au profit de l'IHEDN et de l'INSJ. Voilà, je dirais, à grands traits décrit quelles sont les masses budgétaires en cause et quels sont les effectifs concernés. Je voudrais maintenant insister un tout petit peu sur les activités. Conjoncturellement, évidemment, vous le savez, le SGDSN a été impliqué à travers la commission que présidait M. Donjean dans la réalisation de la revue stratégique qui va bientôt, qui est en phase de finalisation et devrait être prochainement publiée. Le SGDSN, par la suite, devra assumer les travaux de préparation de la loi de programmation militaire sur un plan interministériel. Et puis, vous le savez, le SGDSN s'est vu confier la mission de rédiger, pour la première fois dans notre pays, une revue de cyberdéfense, un livre blanc consacré à la cyberdéfense, puisque désormais, cette dimension est pleinement une dimension de sécurité. Heureusement, le domaine de l'informatique, du numérique, d'Internet est un immense champ d'activité économique, humaine, de communication, d'échange, mais on a aussi perçu dans les dernières années combien c'était aussi une dimension de conflictualité possible, de cybermalveillance, de nuisance, et donc il y a un intérêt à ce que l'État d'une part consolide son modèle, conforte ses moyens d'action, durcisse ses dispositifs de protection, notamment ceux des systèmes informatiques de l'État et des opérateurs d'importance vitale, mais interroge aussi la société sur l'élévation globale de l'hygiène informatique et de la protection, notamment ceux des acteurs économiques. On a vu comment récemment, et heureusement, je dirais, à travers le rôle mené par l'ANSSI en termes de prévention et à travers la bonne réactivité des industriels, notre pays a été finalement moins touché que d'autres par les deux rançongiciels, WannaCry et NotPetya. Il y a quand même eu un industriel qui a subi pour ce dernier cas un préjudice important. Et donc on voit bien que dans cette revue cyberdéfense, il y a évidemment à décrire et à rendre plus performant encore l'action de l'État à des fins de sécurité informatique, mais aussi de sensibiliser et d'élever le niveau général des cyberprotections de la société, ce qui implique aussi un questionnement sur notre souveraineté numérique, ce qui implique aussi un questionnement sur le renforcement de notre base économique dans le domaine. Voilà, je dirais, quelles sont les perspectives de travail en ce qui concerne ce domaine, qui fait l'objet d'une attention particulière du président de la République et du gouvernement qui ont chargé le SGDSN de rédiger cette revue. Mais il y a évidemment une mobilisation constante, notamment sur la gestion des crises et en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Notre pays, face à cette agression, est obligé de revoir, de revisiter, d'auditer systématiquement tous ces dispositifs et sur un large spectre. Ça va de la problématique de la sécurité dans les transports, qu'ils soient aériens, maritimes, ferroviaires, jusqu'à la sécurité des centrales nucléaires, les problématiques des établissements Céveso, rappelez-vous l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Bref, je dirais une activité qui se déploie dans beaucoup de domaines.
Notre rôle étant à la fois de vérifier quelles sont les réactions des chaînes étatiques, mais aussi des opérateurs pour faire face à ces menaces. C'est d'ailleurs pourquoi ça fait partie, je dirais, des modes de la planification des crises. Ce ne sont pas des exercices en chambre, ce sont des exercices très concrets et que nous menons notamment pour vérifier que les procédures de gestion de crise sont parfaitement opérationnelles. Nous conduirons en 2018 un grand exercice national métro pirate et un exercice pirataire. Et comme je l'avais fait les fois précédente, l'année dernière, j'ouvre tout ou partie de cet exercice pour les représentants de la souveraineté nationale qui voudraient s'y associer pour voir comment ces exercices sont conduits. Je pense que c'est toujours très intéressant. À la fois pour connaître les réponses de l'État et puis parce qu'évidemment ces plans auront toujours une application territoriale et les élus locaux que certains d'entre vous sont ont évidemment un intérêt à comprendre comment concrètement ces plans doivent être déclinés sur les territoires en cas de menace ou en cas de crise. Par ailleurs, dans le cadre des fonctions d'anticipation, nous menons toute une série de travaux prospectifs. L'année dernière, nous avons sorti, un peu avant l'été, un rapport qui s'appelait Choc Futur, qui appelait l'attention sur les enjeux liés au risque de technologies nouvelles, là aussi porteurs d'avenir, de déploiement économique, de croissance, mais portant aussi des questions qui renouvellent l'appréciation des défis de sécurité. Alors, je ne vais pas les citer, mais on voit bien tout ce que posent les problématiques liées aux objets interconnectés, les problématiques liées à la vulgarisation des technologies du génie génétique, les problématiques liées à l'imprimante 3D, par exemple. J'espère être resté à peu près dans les temps, et maintenant je me livre à vos questions. Voilà. Je vais donner la parole au rapporteur. Peut-être une précision. On a souvent reproché la multiplicité, on s'est interrogé sur la multiplicité des organismes qui analysaient les menaces. Et il y a notamment quelques mois, vous savez qu'auprès du président, le président de la République a créé un centre national de lutte de contre-terrorisme. Comment les choses s'articulent-elles avec le secrétariat général et vos propres missions? Alors, la première, c'est que le SGDSN est d'abord un très gros consommateur du renseignement. Parce que, et il a donc besoin, il a des relations très facilitées avec les services. Quand vous traitez, par exemple, puisque c'est le SGDSN qui, par délégation ou faisant remonter au Premier ministre l'autorisation, décide de la délivrance, par exemple, des autorisations d'exportation d'armement. On a bien besoin d'une documentation avant de donner cette autorisation. Sur des problématiques générales liées à tel intermédiaire ou liées au pays destinataire. Nous le sommes dans les problématiques, par exemple, liées à Vigipirate. Nous avons besoin d'une connaissance sur l'évaluation non seulement de la menace terroriste, mais le SGDSN a une appréciation particulière du risque. Ce que je disais tout à l'heure, quand on fait par exemple une évaluation de la menace terroriste, il y a une partie qui est renseignée par les services de renseignement. Mais il y a une autre partie qui est renseignée par nous-mêmes, parce que c'est une appréciation du risque sur les possibilités de failles ou d'exploitation de failles ou de vulnérabilité. Et c'est la conjonction des deux qui va d'une certaine manière permettre de développer une politique publique, par exemple en matière de renforcement des protections aériennes. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous sommes le back-office en réalité de la coordination du renseignement, et en particulier sur tout ce qui concerne l'anticipation à plus ou moins long terme. Sur des défis pour notre sécurité qui impliquent de mobiliser du renseignement, pas forcément pour une réaction immédiate, mais pour une réaction que le SGDSN doit construire dans l'avenir, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, voire à 10 ans. Donc en réalité, les missions sont différentes. On est, je dirais, à travers d'abord une connaissance
plus large que celle qu'apportent les services de renseignement sur l'évolution, par exemple, de certaines techniques, où notre contact avec les milieux professionnels nous apporte, parfois en source ouverte, mais une connaissance qui vient densifier ce qu'apporte le renseignement. Je pense dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine des process. Donc en réalité, il y a une bonne articulation entre les deux qui préexistait, parce que le coordonnateur du renseignement, la coordination du renseignement a été réformée, a vu ses moyens notamment augmenter dans la lutte contre le terrorisme pour coordonner à cette fin de manière plus étroite l'action des services de renseignement. Mais la coordination du renseignement, elle existe maintenant pratiquement depuis 10 ans. Et donc ce travail et cette relation entre la coordination du renseignement et le SGDSN sont établis depuis cette date. Donc nous assurons un soutien, un appui, un back-office à cette cellule. Et par ailleurs, nous sommes consommateurs du renseignement pour mettre en place les plans, les préconisations de sécurité. Et enfin, nous avons le temps long du renseignement qui est aussi essentiel à la compréhension des défis de sécurité futurs. Monsieur le secrétaire général, vous avez largement évoqué l'idée que l'armée et l'État ont largement pris, je pense, la mesure des enjeux du cyberespace et puis de lieux de nouveaux conflits, de conflits à part entière. Ça, c'est un sujet majeur. L'ancien ministre de la Défense avait parlé de 4e armée. Je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui de ce sujet, mais je pense que c'est un véritable enjeu. Je voulais évoquer la question des recrutements. Vous avez largement parlé du recrutement, de la formation, mais qu'en est-il de la protection, de la fidélisation? Vous en avez un peu parlé tout de suite, mais quand vous dites que finalement on recrute beaucoup de jeunes, ce qui paraît plutôt logique en la matière, on les recrute finalement sans expérience, on leur donne une expérience pour leur permettre après d'aller travailler dans le privé. Donc moi ça m'interpelle un peu. Comment on fait pour les fidéliser avec des salaires qui sont évidemment beaucoup bien inférieur à ce qu'ils pourront avoir sans doute dans le privé? C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on fait appel à des personnels externes, en tout cas de manière importante, pour pallier aux difficultés qu'on a en matière de recrutement en la matière? Et puis ma deuxième question, elle est très simple, c'est avez-vous les moyens de nos ambitions et surtout des enjeux considérables et qui sont croissants en matière de cyber, puisque aujourd'hui c'est un défi qui est un défi majeur. Et puis une dernière chose, c'est une remarque. Et je pense que en vous écoutant, on perçoit, même si on le percevait sans doute avant, tout l'enjeu du cyber aujourd'hui, et je pense que vous parliez tout à l'heure de la difficulté qu'on a à sensibiliser les entreprises à la nécessité de se protéger en la matière, mais je peux vous assurer que nous qui sommes parlementaires ne sommes absolument pas sensibilisés à cette question, et je pense que c'est aussi un enjeu. On a eu à en parler à un moment donné avec M. Bachelet et autres, et je pense que c'est un enjeu majeur et que nous parlementaires, c'est une remarque, et vous allez me dire ça ne me concerne pas, mais peut-être que des messages peuvent être passés. Je pense que nous n'y sommes absolument pas sensibilisés. Merci. Bernard Cazeau. Vous avez parlé tout de suite de la cybersécurité. Donc ma question sera rapide. Je voudrais vous demander en matière de cyberterrorisme la prévention au niveau des administrations. Quelle est l'action est-ce qu'un certain nombre d'actions sont faites de manière forte et progressivement forte à ce niveau, sachant que je crois qu'il y a eu une opération de phishing au niveau du ministère de l'économie qui a piégé un nombre non négligeable de fonctionnaires de cette administration. Donc pouvez-vous nous donner, compléter, puisque vous en avez déjà parlé, sur la prévention à ce sujet. Merci Bernard. Ladislas Poniatowski. Oui, merci Monsieur le Président. Une seule question, Monsieur le Secrétaire Général. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de notre Président initial. Le Conseil des ministres du 14 juin donc, a créé cette coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, avec en son sein, ce qu'a évoqué notre Président, c'est le Centre national du contre-terrorisme, qui est directement installé à l'Élysée. Ils sont, je crois, rue de l'Élysée en ce moment. Ils vont s'installer dans des bureaux avenue Matignon et sous la direction du préfet Pierre de Bousquet-Florian. Or, la mission première de cette cellule, qui est une bonne chose, je trouve ça bon, rassurant que le président de la République veuille s'entourer d'une telle cellule. Son rôle premier, c'est de faire notamment des notes de synthèse sur toutes
des renseignements. Vous êtes, vous, monsieur le secrétaire général, vous avez pour mission d'assurer le secrétariat du Conseil de défense, des conseils de défense, dont fait partie dorénavant cette cellule. Comment est-ce que vous vous organisez? Je veux dire, comment vous vous organisez? Et puis je ne suis pas sûr que le président de la République vous facilite la tâche. Faire des notes de synthèse, c'est une chose, mais le président de la République, on s'est aperçu que, comme tous ses prédécesseurs, le renseignement les passionne et il aime bien avoir accès aux différentes, je dirais, à l'information brute qui vient de la DGSE, de la DGSU, de Tracfin, des douanes, les vôtres, monsieur le secrétaire général. Le président de la République a envie d'avoir en plus ces informations brutes et directes. Comment est-ce que vous vous organisez? J'avais une autre question plus précise sur comment s'organise le financement de cette coordination. Ça ne s'adresse pas à vous. Mais par contre, tout ce chevauchement, et c'était d'ailleurs la question de notre président, de ces organismes, je n'ai pas cité ceux qui dépendent du ministre de l'Intérieur, ni ceux qui dépendent du Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas un échelon de plus? Mais je n'ai pas d'hostilité du tout à ce qu'un président de la République s'équipe d'une cellule de renseignement forte. Merci. Et enfin, pour terminer, Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous avez évoqué une notion qui me semble être de la plus grande importance, qui est la question d'élever le niveau général de la cybersécurité de toute la société. Ça me semble absolument essentiel que toute la société prenne conscience de la nécessité de se former aux questions de cybersécurité. Et adepte de benchmarking ou de parangonnage, je voudrais attirer votre attention sur l'existence d'une organisation en Allemagne qui s'appelle Deutschland sicher im Netz, qui signifie la volonté que l'Allemagne soit plus sûre sur les réseaux, qui a été créée en 2006, qui a une tutelle du ministère de l'Intérieur et qui est composée de 25 entreprises privées. Ces 25 entreprises privées, ces industriels, ne sont pas tous des industriels allemands. Bien sûr, il y a Deutsche Telekom, mais il y a également des entreprises américaines comme Google, Microsoft ou Ericsson. Et c'est ce travail commun d'entreprises privées qui sont des experts, une tutelle du ministère de l'Intérieur, qui font que ce travail commun permet de réaliser des documents, des recommandations pour les TPE, pour les PME-PMI, pour les entreprises de taille intermédiaire, mais également des recommandations pour la formation dès le plus jeune âge, d'une part, à l'école, au collège, au lycée, et également des formations adaptées pour les plus seniors, puisque c'est toute la société qui est concernée par les questions de cybersécurité. Et enfin, ils établissent des recommandations pour les ministères, pour qu'ils adaptent leur cybersécurité. Donc, ce travail en commun entre des entreprises privées, qui ne sont pas forcément des entreprises du territoire, et une tutelle ministérielle, ça me semble pouvoir être une source d'inspiration. Monsieur le secrétaire général, alors, quelques minutes pour tenter de répondre. Oui, je reviens sur la question posée par Monsieur Perrin. Je pense que il y a un effort qui est fait de recrutement, de formation, de fidélisation, et je vous ai expliqué comment pour l'ANSSI nous le faisions. L'ANSSI n'est pas un organisme hors sol dans l'administration, donc il y a aussi les échanges, les mobilités que nous souhaitons avoir avec d'autres acteurs en charge de la cybersécurité dans l'État, notamment toutes les directions des services informatiques. Et donc il y a aussi un point que je n'avais pas évoqué jusqu'alors, qui est la problématique de la mobilisation, de la mobilité au sein même du réseau de l'État. Enfin, dans notre stratégie, j'ai évoqué le in-out, la nécessité du départ, mais nous reprenons quelquefois à l'ANSSI des gens qui sont venus comme juniors dans l'agence, sont ensuite partis faire un début de carrière ailleurs et reviennent comme seniors à l'ANSSI. Donc il y a aussi cette stratégie auquel nous veillons. Je voudrais aussi dissiper peut-être une impression sur les difficultés de recrutement de l'ANSSI qui est liée à des constats qui sont maintenant du passé. C'est vrai que quand l'ANSSI a dû en très peu de temps doubler, voire tripler ses effectifs, il y avait une difficulté à assurer le plein niveau de postes créés du fait de
de recrutements initiaux qui devaient être liés au remplacement de ceux qui partaient et à l'augmentation des effectifs. On a aujourd'hui passé un cap de croisière. On n'est plus dans des recrutements massifs de plus de 50, voire plus de 50 personnes. Je l'ai dit, on s'engage vers une stabilisation où les postes nouveaux créés sont de 25. Donc ça nous permet, la pression est moins forte. Et quand je regarde d'ailleurs aujourd'hui la réalisation en fin d'année des effectifs tels qu'ils ont été ouverts en loi de finances et tels qu'ils sont achevés, on est à l'objectif. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans les premières années, 14, 15 et même encore 16. Donc cet ajustement, il est désormais réalisé et la pression sur le recrutement est moins forte puisque parvenant à un système de croisière, on amplifie l'effort mais avec des recrutements initiaux qui sont divisés de moitié. De la même manière, votre collègue évoquait la sensibilisation des membres de la représentation nationale au risque cyber. Aux discussions que j'ai avec vous ce matin, je n'ai pas l'impression que vous les ignorez, puisque sur l'ensemble du spectre des actions du SGDSN, je dirais que vos interventions se sont principalement concentrées sur ce sujet. Mais de la même manière que nous le faisons pour sensibiliser un certain nombre de hauts fonctionnaires à cette problématique, moi je suis tout à fait prêt. Nous l'avons organisé, nous l'organisons régulièrement pour ceux qui ont notamment des responsabilités dans des domaines sensibles, ceux de votre commission notamment, ceux de la délégation parlementaire pour le renseignement. Nous sommes tout à fait prêts, Monsieur le Président, si vous nous le demandez, à organiser un séminaire, on va dire, de sensibilisation à cette problématique. C'est dans nos projets. Alors sur le phishing, vous m'avez fait peur au départ, mais en réalité c'est un test. Voilà, c'était une volonté de vérifier quelle serait la réaction. Ah oui, la culture à la protection sur Internet n'est pas forcément, je dirais, encore aujourd'hui au niveau où elle devrait l'être, y compris pour des agents publics ou des fonctionnaires de l'État. Elle devrait l'être pour les inciter à utiliser dans tous les cas des systèmes sécurisés qui évitent qui éviteraient ce type de piégeage, et donc à n'user d'Internet qu'avec un certain nombre de précautions qui sont quelquefois élémentaires. Donc on peut le critiquer, cette opération, pour le résultat qu'elle a donné, et en même temps on peut dire que d'une certaine manière c'est la meilleure leçon qui pouvait être donnée sur le fait qu'il y avait besoin. Oui, mais c'est le comportement de chacun, c'est ça qui est très difficile. C'est que nous avons été formés, nos générations et pour les plus jeunes encore, à l'idée que Internet était un vaste espace de liberté. C'était un espace formidable de l'échange, de la communication, etc. Puis progressivement, on s'aperçoit qu'on doit gendarmer ce comportement, y compris ce comportement privé. Vous voyez les jeunes sur Facebook, les photos, etc. Bon, parce que on a bien vu que ce qui était, comme hélas toujours dans les activités humaines, de formidables potentialités, elles peuvent être dévoyées, utilisées par d'autres à des fins malveillantes. Donc cette culture, il y a une culture générale de la société, et je pense que voilà, ça commence à se faire. Ensuite, il y a une obligation de discipline, notamment des agents publics et des fonctionnaires dans leur activité professionnelle. Et cette discipline, cette hygiène informatique, elle doit aussi s'impliquer dans les entreprises. Et je dirais les premières conséquences très dommageables pour les entreprises, y compris en termes de notoriété, mais y compris en termes de chiffre d'affaires. Quand on voit par exemple le blocage de l'usine Renault après WannaCry ou les incidents qui ont concerné Saint-Gobain après notre pétrole, les amènent à considérer qu'entre la perte en termes de chiffre d'affaires ou d'activité industrielle occasionnée par une attaque et l'investissement de précautions qu'il faudrait faire en sécurité, aujourd'hui, je dirais, hélas, la preuve est faite. Mais on est souvent instruit par l'expérience, et surtout si elle est malheureuse, on le connaît tous. Monsieur Poniatowski, c'est de la musique gracieuse à mes oreilles. Comment puis-je, d'une certaine manière, m'étonner de la volonté du président de la République de vouloir être complètement informé et de créer à ses côtés un centre de lutte contre le terrorisme quand on sait les défis auxquels est confronté notre pays, et de vouloir muscler encore un outil qui était à ses côtés. Alors après,
c'est normal dans le domaine du renseignement, et surtout parce que parfois l'information doit aller vite. Ça peut être une question d'heures, mais quelquefois même c'est une question de minutes. Il peut être normal que les chaînes de coordination, qui vivent forcément à un autre rythme, qui doivent être plus prospectives, ne soient pas dans le cycle opérationnel de la gestion du renseignement. Il en va en matière de renseignement, comme il en irait en matière de maintien de l'ordre, comme il en irait en matière de gestion des actions opérationnelles des armées. Donc ce que vous dites ne me choque pas. Il y a des temporalités qui sont différentes. Et ça, c'est très important. La temporalité opérationnelle, elle est du temps réel. Et les responsables politiques ou les responsables administratifs qui sont en charge de ces fonctions doivent être évidemment informés le plus rapidement possible. Ensuite, vous avez le temps de la coordination de l'action, mais plutôt pour des actions prospectives qui sont de court terme. Et là, notamment, c'est parfaitement le rôle du CN, de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et je vous ai dit que la temporalité du SGDSN était forcément une temporalité plus longue qui construit non seulement qui construit dans le temps, mais qui est essentielle à la continuité des actions de l'État. Donc le SGDSN, il n'a pas forcément besoin d'être dans la boucle de l'immédiateté, sauf en ce qui concerne les missions qui lui sont données, je pense notamment dans le domaine de la cyberprotection, ou si son intervention est utile à la mobilisation d'autres chaînes opérationnelles sur le territoire pour faire face à un problème. Par exemple, dans la gestion des crises, des catastrophes, ouragans, dans le fait qu'il doit déclencher immédiatement la mise en œuvre de la cellule interministérielle de crise. Là, on est dans l'immédiateté. Pour construire un plan Vigipirate, on va sortir d'un plan Vigipirate au 1er novembre. Je construis évidemment plusieurs semaines à l'avance la posture Vigipirate qui va permettre la sortie de l'état d'urgence, la protection des fêtes de Noël, et là on est dans des affaires de mois, de semaines. Si en revanche je m'interroge à la manière dont, par exemple, de la même manière qu'on l'a fait sur les aéroports, on devrait mieux assurer la protection des gares, qui sont devenues par ailleurs, dans certains cas, de grands hubs commerciaux, donc très ouverts. C'est une logique que je vais forcément construire avec les opérateurs et qui va nécessairement prendre plus de temps. Regardez comment les impératifs de sécurité ont amené au réaménagement de Charles de Gaulle ou d'Orly, qui ont été construits à des époques où certaines problématiques de sécurité n'existaient pas. Là, vous vous inscrivez forcément dans un temps qui est plus long. Donc une partie de votre réponse, de la réponse à votre question, vient à mon avis dans cette judicieuse articulation, avec, comme je l'ai dit, le fait que le SGDSN, s'inscrivant dans la continuité, s'inscrivant dans cette fonction d'appui, je la préfère au terme de back-office que j'ai utilisé tout à l'heure, mais qui dit bien les choses, et dans ces temporalités différentes, permettre à l'État d'exercer en le potentialisant au maximum l'ensemble de ces actions, qu'elles soient immédiatement opérationnelles ou qu'elles soient des réponses qui doivent se construire dans le temps. Formation, ah oui, c'était votre dernière question sur la formation à la cybersécurité. Je pense que le rapport sur la revue Cyber va beaucoup revenir aussi sur ces questions. Vous avez vu qu'il y a par ailleurs parfois des initiatives privées, Salle de Niel ou d'autres, qui montrent que voilà, tout ne vient pas de l'État, puisqu'en réalité c'était votre question, l'Allemagne fait avec les opérateurs privés, etc. Nous construisons beaucoup avec les opérateurs privés, notamment dans les contacts de l'ANSSI avec soit les pourvoyeurs de télécom, soit un certain nombre d'industriels. Je retiens cette idée. D'ailleurs, dans cette étape qui vient de la revue, on va procéder à une comparaison de ce qui se fait aux États-Unis, enfin chez nos principaux voisins, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et chez d'autres. Nous avons en tout cas un avantage aujourd'hui que n'ont pas les autres, c'est qu'on a transplanté au fond cette catégorie des opérateurs d'importance vitale qui avait été inventée dans le champ de la sécurité physique à la problématique ou à la dimension cyber. C'est un outil, et notamment qui peut obliger à des contraintes ou à des suivis d'homologation ou de certification qui s'imposent
aux acteurs en matière de sécurité, qu'il s'agisse d'EDF, de la SNCF ou d'autres de ces opérateurs d'importance vitale. Là où dans d'autres pays, cette construction réglementaire n'existe pas. Elle n'existe pas en droit européen, où il y a bien de la notion d'infrastructure critique, mais vous n'avez pas cette notion d'opérateur d'importance vitale qui, du fait de leur classification, peuvent se voir imposer. En réalité, le caractère de l'imposition est moins fort parce que les contacts que nous avons avec l'ensemble de ces acteurs sont tellement intimes que, je dirais, il y a une bonne compréhension mutuelle. Je n'ai pas l'impression que dans mes prescriptions, je suis obligé de forcer la décision parce que, en réalité, la connaissance qu'ils ont eux-mêmes des problèmes de la sécurité les amène à adopter ça. Mais quand même, c'est un avantage, c'est une catégorie, c'est une façon de penser. Non, là où, d'une certaine manière, nous avons été amenés à aller plus vite, et ce sera un point qui sera documenté dans la revue. D'ailleurs, c'est un point qui est soumis, je pense, dans le cadre de la loi, le projet de loi qui est en discussion, mais que vous allez adopter sur la transposition d'un certain nombre de mesures du droit européen. Et où nous souhaitons avoir une interprétation où les notions d'activité sensible ou d'infrastructure critique ne soient pas juste uniquement interprétées comme ça veut dire opérateur d'importance vitale. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la catégorie d'importance vitale, il y a des activités qui peuvent être essentielles et qui ne relèvent pas des opérateurs d'importance vitale. Et donc là, il faudra en faire le réglage, notamment dans la revue. Vous voyez bien comment l'ANSSI n'avait pas été configuré pour intervenir à TV5. TV5 n'est pas un opérateur d'importance vitale. En revanche, la question que la mise en panne volontaire de TV5 faisait peser sur une démocratie, sur la liberté d'expression, sur le fonctionnement des médias et de la presse, en fait bien une activité essentielle du fonctionnement de notre pays, qui est une démocratie. Et donc, je n'ai pas eu d'hésitation à voir avec le directeur de l'ANSSI à dire, voilà, vous êtes autorisé à aller, à investiguer et à réparer les systèmes de TV5, bon, à l'invitation du chef d'entreprise. Ce n'était pas obligatoire, c'était une suggestion. Bon. De la même manière, dans le champ économique, le travail de sensibilisation ou le fait que, pour la préparation de l'élection 2017, il m'a semblé opportun de dire que l'ANSSI pouvait être mise à la disposition du juge de l'élection ou de la commission de vérification de l'élection présidentielle, était une façon de répondre à une interrogation, et notamment des partis. Mais les partis ne sont évidemment pas des opérateurs d'importance vitale. Il n'est pas question que l'État s'ingère dans le fonctionnement des partis, d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut être que volontaire. Et pourtant, le fonctionnement des partis sont indispensables, ou l'organisation d'une campagne électorale est indispensable au fonctionnement de la démocratie. On le voit bien sur les contestations qui sont nées outre-Manche. Donc on a une interrogation qui doit nous amener à aller plus loin et à, du coup, adapter aussi le cadre de la loi. Sur les élections, il m'a semblé que ça ne pouvait pas être le pouvoir exécutif et qu'il valait donc mieux délocaliser l'ANSSI comme une sorte d'expert technique à la disposition du juge constitutionnel s'il en avait eu besoin, ou de M. Sauvé comme président de la commission des comptes de contrôle de l'élection présidentielle, ce qui s'est d'ailleurs passé dans un cas qui a amené la formation politique, ou plutôt la formation de campagne, l'équipe de campagne qui pensait qu'elle avait été agressée, à la fois solliciter cette expertise et en même temps à déposer plainte. Donc tous ces points, évidemment, sont nouveaux et ils vont faire l'objet d'un traitement dans la revue. Et je pense qu'avoir décidé de cette revue montre qu'il y avait bien une nécessité à avoir pour la première fois un livre blanc sur la cybersécurité et en même temps le mûrissement dans les esprits. Et je dirais tous les débats qu'on a eus ce matin, tous ces échanges qu'on a eus le prouvent. Même si vous auriez pu m'interroger sur d'autres sujets liés à la sécurité, au plan Vigipirate, aux problématiques liées au rôle du SGDSN en matière de lutte contre la prolifération, aux problèmes liés au contrôle de certaines industries sensibles, aux investissements étrangers dans certaines de ces industries, aux problématiques du contrôle technologique. On va vous faire revenir. On aurait eu de nombreux sujets à évoquer.
Voilà donc pour ces deux auditions sur le budget des armées, alors que la revue stratégique des armées a été présentée vendredi au chef de l'État. Ce document de 50 pages établit les intérêts et les priorités stratégiques de la France au vu de l'environnement géopolitique. Emmanuel Macron a promis une hausse du budget des armées de 1,7 milliard d'euros par an durant son quinquennat afin de porter l'effort de défense à 2% du PIB d'ici 2025. Ces chiffres ont été confirmés hier par la ministre des Armées, Florence Parly. Le Sénat a dénoncé à plusieurs reprises un décalage entre les objectifs énoncés en Conseil de défense et la réalité des moyens. Et vous l'avez vu lors de cette audition, le secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, Jean-Paul Baudin, a expliqué des discussions tendu, difficile, avait d'ores et déjà démarré avec les trois armées sur la répartition de ces moyens. Il a surtout confirmé que les besoins dépassent largement les ressources. Voilà donc pour ces deux auditions. Vous pouvez bien sûr les revoir sur notre site internet publicsénat.fr.